Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le président du Nigeria, au contact des réalités des zones de conflits séparatistes, Muhammadu Buhari, était ce jeudi dans le sud-est. Des morts et des blessés, victimes des inondations au Burkina Faso, de sources officielles, on dénombre déjà au moins 9 morts et 87 blessés. L'Afghanistan aux mains des talibans, les départs de ressortissants continuent. Des Américains et d'autres nationalités sont annoncés sur un premier vol d'après le 31 août. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver à ce journal. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est rendu ce jeudi dans le sud-est du Nigeria. La région est en proie à des tensions séparatistes et les attaques contre la police se multiplient 2 mois après l'arrestation du leader pro-Biafra, Nnamdi Kanu. Les détails. Muhammadu Buhari s'est rendu à Owerri, la capitale de l'État d'Imo, quadrillé par un important dispositif sécuritaire pour inspecter les récents projets de construction avec le gouverneur local. S'il n'y a pas de route et qu'il n'y a pas de sécurité, que peuvent faire les gens? Absolument rien, a déclaré le chef de l'État, promettant une aide supplémentaire pour l'État. Il y a 5 mois, des hommes armés ont attaqué la prison d'Owerri, utilisant des explosifs pour libérer des centaines de prisonniers. Il s'agissait de la plus importante attaque orchestrée récemment dans le sud-est du pays, attribuée au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, qui prône la création d'un État indépendant pour le peuple Igbo. Le mouvement séparatiste rêve de voir renaître la défunte République du Biafra, dont la proclamation d'indépendance avait entraîné une guerre civile de 30 mois entre 1967 et 1970. Le conflit a fait plus d'1 million de morts, principalement les Igbo. Avant la visite de Buhari, le mouvement avait appelé les gens à rester chez eux et les entreprises à fermer en signe de protestation. Selon les habitants, plusieurs quartiers d'Owerri et les routes principales étaient vides et les marchés et magasins sont restés fermés. Au Mali, un cabinet a été mis à la disposition de l'ancien président de la transition, Démi. Selon le décret présidentiel signé lundi par le colonel Assimi Goïta, Ban Dao bénéficiera d'un directeur de cabinet, 4 chargés de mission et un aide de camp. Les autorités maliennes dominées par les militaires ont mis un cabinet à disposition de Ban Dao dans ce qui ressemble à une réhabilitation de celui qu'elles avaient démis de ses fonctions de président de transition. L'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, proclamé depuis président de la transition, l'avait en effet fait arrêter en mai, en même temps que le premier ministre de transition Mokhtar Ouane. Suite à cette arrestation, les 2 hommes sont de facto restés en résidence surveillée jusqu'à fin août, un statut jamais reconnu officiellement par les militaires. La mise à disposition de ce cabinet, comme cela avait été le cas pour l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par les militaires en août 2020, est un usage courant pour les anciens présidents maliens. Un cabinet étant mis à sa disposition, Ban Dao bénéficiera d'un directeur de cabinet, 4 chargés de mission et un aide de camp. L'ancien premier ministre de transition Mokhtar Ouane, pour sa part, a demandé officiellement un passeport pour se rendre à l'étranger pour des raisons médicales, a dit son entourage. Mais sa demande est restée sans suite pour l'heure, a-t-il dit. À noter que les autorités maliennes ont promis la tenue d'élections en février 2022. Au Burkina Faso, au moins 9 personnes sont mortes et 87 ont été blessées dans des catastrophes naturelles, dont des inondations.
Les précipitations sont provoquées par des pluies diluviennes depuis août. C'est ce qu'ont annoncé jeudi les autorités burkinabées dans un communiqué suivant. Plus de 200 000 personnes ont été sinistrées et des dégâts importants ont été constatés, notamment des habitations détruites et des infrastructures publiques endommagées. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui évoque ce bilan précise aussi qu'il y a eu 9 décès et 87 blessés, dont 12 graves. Les victimes sont mortes par noyade ou dans l'effondrement d'habitations précaires. Un tiers des provinces du pays et 22 communes sont concernées par ces inondations qui touchent plusieurs pays du Sahel, à l'image du Niger, qui a enregistré 64 morts et plus de 70 000 sinistrés depuis le mois de juin. Une assistance a été apportée à ces personnes par la distribution de vivres, de kits d'hygiène et de protection anti-Covid-19 et de transferts monétaires aux ménages vulnérables à titre de contribution pour la réhabilitation des logements détruits. Au Burkina Faso, la saison des pluies qui va de mai à mi-octobre est régulièrement meurtrière malgré de fiables précipitations. En 2020, les inondations avaient fait 13 morts et une vingtaine de blessés selon les autorités qui avaient déclaré l'état de catastrophe naturelle et débloqué une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour faire face aux urgences. Le député tunisien Yassine Ayari, connu pour ses positions critiques envers l'armée, le président Kaïs Saïed, a entamé une grève de la faim. C'est pour protester contre les poursuites intentées à des civils par la justice militaire, a indiqué son avocat mercredi. Reportage. Cet blogueur a été arrêté fin juillet 2021 en application d'un jugement rendu fin 2018 qui le condamne à 2 mois de prison pour une publication concernant l'armée sur sa page Facebook. Son arrestation, vivement contestée par des ONG, est survenue 5 jours après que le président Saïed a gelé le Parlement, levé l'immunité de tous les députés limogés, le Premier ministre Hichem Mechichi. Yassine Ayari, un député indépendant de 40 ans, avait qualifié ce régime d'exception de coup d'État militaire sur les réseaux sociaux. Mardi, Ayari a déclaré d'entamer une grève de la faim alors qu'il souffre d'un ulcère pour dénoncer les poursuites engagées par la justice militaire contre les civils, comme lui a indiqué à l'AFP son avocat Mokhtar Jamal. Selon ce dernier, une nouvelle enquête a été ouverte par la justice militaire concernant les publications de Yassine Ayari dans lesquelles il critiquait le coup de force du président Saïed. Dans l'une d'elles, Ayari affirme que les mesures du président représentent un renversement de la Constitution et du pacte social en utilisant l'armée. Son avocat craint qu'il ait une volonté de prolonger l'emprisonnement de Ayari pour des règlements de comptes politiques. Le procureur général militaire estime que ces publications ont porté atteinte à l'armée, a précisé Jamal. En 2015, Ayari avait passé plus de 4 mois en prison après sa condamnation par un tribunal militaire pour outrage au haut commandement de l'armée sur les réseaux sociaux. Les ministres de l'énergie jordaniens, égyptiens, syriens et libanais s'entendent sur une feuille de route pour acheminer du gaz égyptien vers le Liban via la Syrie et la Jordanie. Lors d'une réunion à Amman, ils ont pu obtenir l'accord suivant. En plein effondrement économique, le Liban connaît de graves pénuries de carburant et des coupures d'électricité qui paralysent les services et les activités des hôpitaux, restaurants, magasins et industries. Il s'agit de l'une des pires crises économiques de l'histoire depuis 1850, selon la Banque mondiale. Présent à la réunion mercredi à Amman, le ministre libanais de l'énergie Raymond Gaillard a estimé que son pays avait besoin aujourd'hui de 600 millions de mètres cubes de gaz pour fournir 450 mégawatts d'électricité. Son homologue syrien Bassam Toromé a assuré que la ligne de gaz arabe reliant la Syrie à la Jordanie était prête, malgré le fait qu'elle ait été prise pour cible par des rebelles opposés au pouvoir de Damas. La ligne de gaz arabe, au gazoduc ainsi que la ligne électrique reliant l'Égypte à la Jordanie et la Syrie ont été sérieusement endommagées par le conflit syrien déclenché en 2011. En août 2020, une explosion qualifiée
qualifié d'acte terroriste par Damas avait visé le gazoduc. La réunion de mercredi avait pour but de mettre en place un plan de travail et d'évaluer l'état des infrastructures pour l'acheminement du gaz égyptien vers le Liban après une coupure de 10 ans, a indiqué le ministre jordanien de l'énergie Alal Zawati. Les infrastructures sont quasiment prêtes, mais il y a des réparations à prévoir, a-t-elle assuré, ajoutant par ailleurs que la réhabilitation des lignes électriques endommagées en Syrie nécessiterait plusieurs mois. Le ministre égyptien du pétrole et des ressources minières, Tarek El Molla, a lui aussi affirmé que son pays s'engageait à être prêt pour le transfert du gaz vers le Liban le plus tôt possible. En Afghanistan à présent, les talibans tiennent à leurs promesses. Quelques 200 ressortissants étrangers, parmi lesquels des Américains, vont être évacués par avion de Kaboul vers le Qatar. Ce sera le premier départ d'Afghanistan des soldats américains fin août, a-t-on appris de sources concordantes. Reportage. Il y a des citoyens américains dans le groupe qui part de Kaboul pour Doha, a précisé une source proche de l'opération. Des images diffusées sur la chaîne de télévision qatari Al Jazeera montraient des femmes et des enfants parmi les personnes attendant leur évacuation à l'aéroport de Kaboul. Le Qatar est devenu un acteur incontournable dans la crise afghane. Il avait accueilli des négociations conclues en 2020 entre les États-Unis de Donald Trump et les talibans, puis entre ces derniers et l'opposition afghane du président désormais déchu Ashraf Ghani. Doha et son allié la Turquie ont par ailleurs travaillé depuis plusieurs jours pour préparer les structures aéroportuaires et une rouverture progressive. Une tâche très compliquée tant l'aéroport a souffert des évacuations chaotiques qui ont permis le départ d'environ 123 000 personnes entre la prise de pouvoir des islamistes le 15 août et le départ des derniers soldats de l'armée américaine à la fin du mois. C'est un jour historique pour l'aéroport de Kaboul, a dit ce jeudi l'envoyé spécial qatari en Afghanistan, affirmant que les vols internationaux reprendront progressivement à partir de la capitale afghane. C'est déjà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à vous.